On vous invite à prendre place. Donc, nos communautés, les communautés lesbiennes ont une historique vraiment intéressante. On est toujours un peu entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, il y a eu beaucoup de liens qui se sont développés autant avec les communautés lesbiennes dans le Canada anglais et aux États-Unis qu'avec la francophonie, donc particulièrement avec la France. Donc, on est très, très, très heureuse pour la première fois depuis le début de la JVL d'accueillir une invitée internationale de France, et pas n'importe qui, une invitée de marque, donc Alice Coffin. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment apprécié. Merci de t'être déplacée outre-Atlantique en plein milieu de grandes campagnes pour être ici avec nous. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Alice, mais je vais quand même vous lire sa biographie. Donc, Alice Coffin, née le 29 avril 1978 à Toulouse, est une journaliste et militante féministe et LGBT française, cofondatrice de la Conférence européenne lesbienne, l'Association des journalistes LGBT et la Ligue lesbienne d'intérêt général. Elle est élue écologiste au Conseil de Paris depuis 2020, conseillère d'arrondissement déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Dans son livre publié en 2020, Le génie lesbien aux éditions Grasset, que vous pourrez vous procurer à la table en arrière avec Le Guélion, elle développe sa fameuse notion du génie et du savoir-faire lesbien pour remettre en cause l'espace et les normes dans un monde où le concept de neutralité est associé aux hommes. Elle a aussi été active dans La Barbe, un groupe d'action féministe française fondé en 2008, ayant pour objectif de dénoncer l'absence ou la sous-représentation des femmes dans des instances de pouvoir économique, politique, culturel et médiatique. Donc, sans plus attendre, je te passe la parole et je m'assure que le micro est ouvert. Ouais, ça. Oui, ça aiderait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Ouais. Ok, super. Bonjour, et je suis très très heureuse d'être là. Et je voulais remercier vraiment infiniment toutes les personnes qui ont permis que je sois aujourd'hui, Tara en particulier, vraiment merci, et à toute l'équipe qui m'a formidablement accueillie et puis avec qui j'ai pu préparer les mois qui ont précédé cet événement. C'est toujours particulièrement important, je pense, de continuer à avoir justement des événements lesbiens, des événements célébrant la joie d'être lesbienne. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, on m'a expliqué le thème, effectivement, de cette année, qui est la façon dont les lesbiennes habitent l'espace. Et moi, j'avais envie de vous dire quelques mots, justement, sur ce que les lesbiennes ont de très particulier en tant que révélatrices dans leur corps, dans leur manière de faire, de la façon dont sont organisés justement les espaces de la société. C'est une chose de les révéler, mais c'en est une autre encore, et c'est un de leurs nombreux super pouvoirs d'être capable de les faire exploser par leur simple présence au monde. Et voilà, je voudrais un peu vous expliquer ça avec un détour par ce qui reste mon vécu à moi, mon interprétation à moi, mais qui m'a amené, Tara en a dit quelques mots, à occuper notamment 4 types d'espaces un peu différents dont je voulais vous parler, qui sont l'espace militant, l'espace médiatique, journalistique, l'espace culturel et puis l'espace politique. Et alors d'abord, c'est vrai que quand j'ai eu le thème, ça m'a fait rire parce que je pense qu'il y a vraiment une particularité des lesbiennes avec la façon de chambarder de manière très, très concrète l'espace. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'observe régulièrement depuis des années, en soirée, en réunion, n'importe où des lesbiennes. Je ne sais pas pourquoi il se produit ça, mais il y a tout d'un coup un grand chambardement des chaises, des tables. Il faut réorganiser les choses, ça s'agite beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose dont on rigole beaucoup. Je ne sais pas si c'est une particularité en France, mais en tout cas, de la capacité à devoir remodeler l'espace qui nous est donné, que ce soit celui d'un bar, d'une salle de réunion ou d'autres lieux. Et j'ajoute aussi dans la célérité et dans la rapidité avec lesquelles justement les lesbiennes s'emparent d'un espace qu'il faut comprendre de manière plus approfondie les blagues qu'on peut faire sur nos vécus amoureux, notamment, qui sont de dire... je
crois que c'est Demeco en France, U-Haul peut-être en Amérique du Nord, et qui a une capacité à bouger très vite d'espace finalement, et à se mouvoir très vite dans le déménagement, dans l'emménagement. Mais en fait, on en rigole, mais c'est pas du tout anodin, je pense. C'est aussi, encore une fois, une fluidité, une capacité à se mouvoir d'un espace à l'autre, et tout simplement parce qu'il n'y a pas tellement de choix au départ de faire ça, puisque, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais commencer, il n'y a pas, l'espace, il a été construit, les espaces de cette société, ils ont été construits, on peut dire pour en exclure les lesbiennes, mais avant ça, même sans évoquer la possibilité, quelle tristesse, d'une quelconque présence de lesbiennes. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est-à-dire que les lesbiennes n'existaient pas dans mon monde, et que ce soit un monde proche, un monde culturel, à la télévision, un monde quotidien, un monde à l'école, ça n'existait pas. Donc, c'était d'abord une absence de lesbiennes dans l'espace, et après, au fur et à mesure, de me rendre compte que c'était aussi quelque chose d'extrêmement construit dans la façon dont ça avait été fait, pour précisément, si jamais il y avait une tentative, une tentation lesbienne, faire en sorte qu'elle soit très vite évincée et éradiquée. Et je pense que c'est important de le voir parce que c'est aussi ça que permettent et quand je dis nos corps de lesbiennes, c'est-à-dire, c'est la façon aussi très concrète de se mouvoir, de s'asseoir, qui sert, quand je disais de révélateur à la façon dont les espaces sont construits, mais aussi de révélateur pour moi, parce que c'est la meilleure façon d'activer un daïk-dar, de voir un peu comment une lesbienne s'assoit, ce qu'elle a, le geste des mains, les bras, les jambes, en se disant ouais. Et donc, c'est aussi vraiment des révélateurs pour nous. Et puis surtout, bien évidemment, pour l'extérieur, et pour la façon dont, quand votre environnement, l'espace réagit, et c'est ça que je voulais vous développer dans les différents espaces que j'ai traversés, à votre corps, à votre façon de parler, d'être au monde, ça permet de mettre en lumière les structures de domination, les structures, en l'occurrence patriarcales, mais bien d'autres encore, qui sont à l'œuvre dans cette société. Et ça, c'est déjà une énorme part du boulot. Et c'est là où je pense que les lesbiennes rendent un service gigantesque à l'humanité. C'est qu'en étant ces corps-là, en agissant et en mettant en lumière justement ces structures patriarcales-là de manière très visible, très explosive, c'est déjà toute une part du boulot. Parce que je pense que pour renverser la construction du monde, des espaces tels qu'il s'est produit, la première chose, c'est de rendre visible et c'est de rendre tangible ces structures de domination. Moi, je vous dis ça parce que j'ai été très longtemps, j'y reviendrai, et tu as mentionné, membre d'un collectif qui s'appelle La Barbe, et dont c'était le boulot précisément de d'abord dire, en fait, notre premier job, c'est de vraiment qu'ils ne puissent pas réfuter ces structures-là et montrer qu'elles existent, parce que le principal outil de domination est sans doute de rendre la domination invisible, intangible, et qu'on ne s'aperçoive même pas de son degré d'infusion dans chaque parcelle de nos corps, de nos manières d'être, et dans la façon dont sont régulés les échanges et les rapports dans nos sociétés. Je vais reprendre un peu plus en détail, et justement c'était une transition pour faire au sujet de La Barbe. Je vais commencer peut-être par les espaces militants et ce que ça apporte. La Barbe, c'était un collectif féministe, j'allais dire lesbien en fait, non, c'est pas le mot, mais beaucoup de lesbiennes, et comme d'hab, quoi. Et le but, c'est ce qu'on faisait, ce qu'on fait toujours d'ailleurs, c'est qu'on envahissait de manière assez légale l'ensemble des espaces dans lesquels triomphaient et régnaient en maître les hommes, c'est-à-dire tous les espaces de la société française. On se rendait dans ces lieux-là avec des fausses barres qu'on fabriquait avec des poils de moquette, qu'on avait acheté comme ça au marché Saint-Pierre à Paris, et puis on les fabriquait, et le but était par exemple d'aller aux assemblées générales. On a fait les assemblées générales d'Air France, de L'Oréal, de la Fédération française de rugby, au Festival de Cannes, dans vraiment énormément de lieux de la culture, de la finance, de la politique. Et puis à un moment, on entrait, on achetait des tickets, ou parfois on devait même acheter des actions. Donc moi, ce qui avait paniqué mon banquier, parce que je n'avais pas l'habitude que je fasse ça, quoi. Genre vous allez faire une OPA ou un truc comme ça. Et en fait, on allait sur scène pour leur dire, avec une distance, une ironie, pas une confrontation directe,
mais pour les féliciter, en fait, de tenir si bon face à l'invasion des femelles et de tenir bon et de sauvegarder le patriarcat et de vraiment saluer leur courage et leur témérité en ces temps si mouvants et dangereux pour la masculinité. Et la base de ça, c'était vraiment de compter. Et je pense que compter, c'est important pour comprendre justement comment un espace est construit. C'est important d'avoir des données, des informations fiables. Parce que précisément, on va toujours nous dire, et c'est le mot préféré, l'expression très souvent auquel sont renvoyés les féministes, tu exagères, tu en fais trop. Bon, ça aide, ça suffit pas, mais ça aide énormément d'avoir des chiffres. Et quand vous êtes sur un panel, et à chaque fois quand on arrivait sur des panels, voilà, ils étaient tous, bon, on avait les données, et on en profitait aussi pour faire une donnée sur le secteur, par exemple, encore une fois, si on allait dans le sport, de mentionner l'ensemble des patrons de fédération qui étaient des hommes, c'est-à-dire à l'époque c'était 100%, c'était pas dur. Donc c'était à chaque fois vraiment une manière de rendre visible cette domination-là et la façon d'offrir un miroir. Et ça, je pense que c'est très important. Les lesbiennes, c'est pas seulement offrent aussi un miroir aux hommes, en fait. C'est un miroir de leur domination. Et c'est important parce que c'est là, encore une fois, que se niche notre capacité de combat et d'aide à l'ensemble, pas seulement pour les lesbiennes, mais à l'ensemble des communautés qui sont menacées par l'hétérosexisme, l'hétérosexualité, le patriarcat, le virilisme, le fait de leur offrir un miroir, puisque d'une certaine manière, et là je fais un peu de transition vers d'autres espaces, mais le fait que les lesbiennes soient précisément celles qui peuvent se passer, à tous les sens du terme, du regard des hommes, que ce soit en capacité de séduction, dans les situations de séduction ou de vie quotidienne, etc. On est exactement au cœur et dans le noyau dur de la façon dont s'est construit justement le patriarcat, où la présence masculine est ce qui détermine absolument tout dans l'évaluation culturelle, dans l'évaluation politique. Le standard est l'homme, et la façon dont se raconte la société est masculine. Donc quand vous arrivez en tant que lesbienne, évidemment que vous mettez à jour, et ça c'est vraiment, moi c'est ma matrice là-dessus sur la barre, c'est de mettre à jour. On ne travaillait pas tellement sur les femmes, en fait, on travaillait vraiment sur les hommes et sur leur comportement, et de leur dire, bon bah voilà, si vous êtes là, finalement, c'est parce que vous avez juste le mérite d'être un homme, quoi. C'est ce que vous avez, c'est tout ce que vous avez accompli. Dans les espaces militants, évidemment, en tant que lesbienne, très vite, et c'est pas du tout anodin, moi je remarquais aussi, ça m'a entraînée vers le journalisme, c'est-à-dire le fait d'être une militante lesbienne, une militante féministe, a forgé en fait ma pratique du journalisme bien plus que les années d'école et les années d'études en journalisme. Pourquoi ? Parce que les qualités de journaliste, je pense, une des principales qualités, c'est de savoir voir en fait ce qui nous entoure, et on voit que ce que notre prisme, ce que notre cerveau, ce que nos yeux sont capables de voir. Et si on n'a pas une lecture, un certain logiciel, un certain prisme, il y a plein de choses qui vont rester complètement invisibles. Et je voulais vous donner un exemple, justement, un peu de transition là-dessus. C'est à la Barbe, une de nos cibles avait été le Festival de Cannes. Moi, à l'époque, j'étais journaliste au quotidien 20 minutes, donc c'est le quotidien le plus lu en France, quotidien gratuit, généraliste, donc vraiment au cœur des salles de rédaction, très généraliste, très bon. Je regarde, j'étais au service culture média, et c'est la conférence de presse officielle d'annonce de la sélection pour Cannes. Et c'est en 2012. Et je compte 1, 2, 3, 4, 1, ça va jusqu'à 22. Ils annoncent la liste des films sélectionnés, que des réalisateurs. 100% de réalisateurs, 100% d'hommes. Et je dis, je fais le papier, et puis je dis, je vais commencer par ça. Et là, mon chef de service me dit, non, mais c'est complètement hors sujet, qu'est-ce que tu racontes, quoi, enfin, c'est hors sujet. Et ça, on l'a écrit du coup avec la Barbe. Quand on m'a dit ça, on a écrit une tribune avec la Barbe qui a fait pas mal de bruit, qui a réuni des réalisatrices, etc. Tout ça était avant MeToo, dans le cinéma, etc. Mais on l'a fait d'un point de vue militant, très bien. Journalistiquement, donc ça a été refusé. Maintenant, 10 ans plus tard, en fait, l'AFP, l'Agence France Presse, qui est le principal organe d'information en France, fait de ça une information. C'est-à-dire qu'à chaque annonce de la sélection du Festival de Cannes, ils vont donner le nombre de réalisatrices ou réalisateurs. C'est devenu du domaine de l'information. Ce
Ce qui montre bien aussi comment l'actualité est quelque chose de complètement construit, c'est-à-dire que ce qui n'est pas considéré comme une information à une année donnée va pouvoir bouger, sous l'effet des militantes notamment, pour devenir quelque chose qui a été labellisé info. Parce que vraiment, et ça c'est important, que moi ça a été vraiment ma base de réflexion en matière journalistique, de dire ce qu'on nous raconte en école sur l'objectivité, sur la neutralité, ça n'existe pas en fait. C'est pas du tout, alors que ça nous est présenté comme la base du journalisme, mais pas du tout, parce que c'est vraiment, comme tout, le résultat de lutte et d'enjeux de pouvoir, de qu'est-ce que vous allez prendre sur l'ensemble des milliards d'événements qui peuvent surgir dans une journée et dire, toi, je fais de toi une info, tu as le droit de venir au journal télévisé, et puis pas toi. Et ça, c'est un choix qui est construit, encore une fois, par des constructions culturelles, par des constructions d'imaginaire, par le vécu des journalistes, etc. Et moi, je pense que vraiment, fondamentalement, ça m'a énormément aidé pour faire bouger justement ces espaces-là, d'avoir ce rapport, d'avoir ce vécu et cet être lesbien, dans le sens où ça n'allait pas du tout de soi pour moi d'assister au triomphe des hommes. Ça posait problème, réellement, je m'en rendais bien compte, qu'il n'y avait que des mecs. Alors que la chose est souvent, et c'est ça la plus grosse des dominations, c'est, encore une fois, qu'on ne s'en rende même plus compte, tellement ça relève de l'évidence. Et je pense qu'encore une fois, la position de lesbienne permet de tirer un signal d'alarme là-dessus. Après, en tant que journaliste, ça a été très compliqué parce que, et je pense là encore, utilité lesbienne maximale, on me reprochait sans arrêt justement de dire que j'étais militante. Alors ça allait très vite, pour militante, c'est parce que je disais que j'étais lesbienne. Donc voilà, ce qui était considéré comme du militantisme dans la rédaction. Et en fait, jusqu'au point où j'avais des interdictions d'écriture. Par exemple, j'étais dans cette rédaction au moment on peut retenir ça comme les discussions sur le mariage pour tous. Je pointerais ça plutôt en France comme l'abomination qu'ont été les mois de déferlement du mouvement lesbophobe, homophobe, transphobe de la Manif pour tous dans les rues de France, qui s'opposait donc au mariage pour tous. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais non, mais de toute façon, toi, même sur d'autres sujets, tu ne peux pas écrire d'articles ni sur les droits des femmes, ni sur l'homosexualité, c'est comme ça qu'il disait, parce que tu es lesbienne. Bon, okay. Et donc, évidemment, ce truc de la neutralité et de l'objectivité, comme si moi, j'allais pas écrire correctement, etc., c'est quelque chose qu'on désigne, justement, tu parlais de la fondation qu'on a faite à ce moment-là pour réagir à ce traitement médiatique très compliqué, au sein de l'association des journalistes LGBTI, et qu'on dit, en fait, l'objectivité, c'est la subjectivité des dominants, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui leur subjectivité, elle vaut comme quelque chose qui ne sera pas remis en cause, qui est complètement objectif. Ces gens, ils se trouvent, sont des hommes cis, blancs, et eux, on ne va jamais, en fait, remettre en cause leur point de vue, et c'est un pouvoir, mais gigantesque, et notamment en matière journalistique, parce que les journalistes ont déjà beaucoup de pouvoir, celui de dire le monde, celui de raconter, de figer, finalement, le réel dans une certaine formulation chaque jour. Et alors, en plus, si vous avez au sein de ce pouvoir journalistique celui de ne pas être soupçonnable d'un quelconque parti pris, etc., c'est jackpot. Alors que toutes les autres, vont être dans cette ère du soupçon-là, et toujours on va penser que précisément, parce qu'elles sont ci, parce qu'elles sont ça, leur compétence journalistique serait remise en cause, alors que moi je pense réellement qu'être lesbienne a fait de moi une meilleure journaliste, et pour les raisons que j'ai expliquées, notamment que ça ouvrait mon spectre de vision et d'analyse du monde. Donc ça, c'est vraiment important à avoir situé en termes d'espace médiatique, et aussi d'aller se battre sur les espaces, pour faire une petite jonction entre l'espace militant et journalistique. C'était à cette période-là, notamment, que apparaissait de manière flagrante la façon dont les lesbiennes étaient exclues des espaces. J'en parlais en introduction, il y a un truc de révélateur, mais il y a aussi une volonté d'exclusion totale. Et on avait notamment pendant des années, on a eu énormément, pendant de beaucoup trop longues années, beaucoup de discussions en France sur la procréation médicalement assistée, et avec un refus qui était dans la loi d'accorder cette PMA aux lesbiennes. Et pendant des années aussi, sur les plateaux, ils n'invitaient que
des mecs pour en parler. C'est-à-dire comme si, bon, voilà, c'était, y compris dans les associations évidemment LGBT. Et moi, je me suis beaucoup battue avec les militants gays pour dire, c'est pas possible en fait, arrêtez d'envoyer des mecs là-dessus. En plus, manifestement, vous êtes nuls, ça prend des années, donc laissez-nous faire, on va aller beaucoup plus vite. Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs sur le fait que ça a été si lent, c'est que ce sont eux qui s'en sont occupés. Bon. Pas une efficacité maximale. Donc ça, c'est vraiment sur la manière justement de briser tout ça. Après, moi, les deux derniers espaces vraiment auxquels j'ai été confrontée, qui sont des espaces compliqués, ça a été l'espace politique et l'espace culturel. L'espace culturel, notamment en voulant publier un livre qui s'appelle Le génie lesbien, et où justement, je pense qu'il y a toujours une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on va le plus perturber, comment on va le plus impacter justement l'espace. Et moi, j'ai voulu aller vraiment dans une maison d'édition très généraliste, très Paris, Saint-Germain-des-Prés, très milieu littéraire, milieu culturel français, dans tout ce que ça a de moi. Et donc aux éditions Grasset. Et plutôt que dans une maison d'édition féministe, engagée, que pourtant je soutiens ces maisons de tout mon cœur, mais pour moi c'était encore un acte militant et performatif d'aller leur dire « allez mettre ça, allez mettre le mot lesbienne sur votre couverture, allez-y, puis discutez-en dans vos réunions hebdomadaires de choix des livres ». Et moi, dans cette maison-là, j'ai été attaquée par des auteurs qui publiaient chez Grasset extrêmement violemment pour le livre. Donc, c'était pas simple, il n'y avait pas que des avantages là-dessus, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que je pense que c'est extrêmement important, de même que je travaillais dans une rédaction généraliste, c'est extrêmement important d'envahir justement ces espaces-là et de faire œuvre militante sur ce sujet. Donc, ça, c'était vraiment aussi, pareil, à chaque fois des choix. Et je voulais terminer sur un moment justement un des espaces les plus durs, je pense, auxquels il m'a été donné de me confronter, c'est l'espace politique. L'espace politique, l'assemblée politique, le monde politique. D'abord, ça révèle beaucoup de choses dont j'ai pu parler précédemment, qui est, puisqu'on parle d'espace, la notion de frontières et de territoire, auquel je trouve qu'on est toujours confronté en tant que militante lesbienne. Je vous disais tout à l'heure, en journalisme, en conférence de rédaction, on me disait « bah non, tu ne peux pas écrire sur tel ou tel sujet », ou souvent on me disait « mais tu n'es pas journaliste, tu es militante ». Donc toujours comme si on traçait une frontière entre « tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas de ce monde-là ». Alors en politique, c'est incessant, c'est-à-dire que vraiment, pourtant moi j'étais élue et tout, mais c'est comme si réellement je n'avais pas la carte, quoi. Je n'avais pas le droit de citer dans ce monde-là, et la façon dont j'opère, ou même dont je suis, je crois vraiment, fait que sans arrêt, c'était pendant tous les premiers mois de mon mandat, mais vous ne vous comportez pas comme une élue, mais vous n'êtes pas une politique, mais votre place est dans la rue, mais votre place est sur les réseaux sociaux, pas ici, et ça, je pense que c'est très intéressant, parce qu'un espace, enfin, on le sait, une frontière, un territoire, justement, c'est fait pour déterminer un périmètre qui serait une chasse gardée, qui appartiendrait à telle ou telle personne et pas à d'autres, à tel groupe et pas à d'autres. On met des frontières comme ça. Et évidemment que c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a une volonté de conserver un monopole et aussi, parce que je le répète, quand les lesbiennes sont là, le roi est nu. Et vraiment, c'est-à-dire que de faire... ils le savent en fait, de laisser en fait des lesbiennes comme ça à l'air libre s'ébrouer dans une assemblée politique, la catastrophe. C'est vraiment, et en fait ça a été assez vite d'ailleurs, parce que moi il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées vraiment dans les 15 premiers jours après mon élection, dont l'éviction de l'adjoint à la culture de Paris, parce qu'on a dénoncé ses accointances avec l'écrivain pédocriminel Gabriel Matzneff, dont seule d'ailleurs une autrice canadienne avait dénoncé avant ces problématiques. C'était vraiment intéressant de voir, et je suis toujours aussi surprise depuis, c'est-à-dire à quel point ça va très vite en fait. Et d'où l'importance, vraiment, moi je le dis ici, d'être élue, et d'être élue en tant que lesbienne, parce que ça va extrêmement vite que le château de cartes s'écroule, juste en gardant des comportements de militantes, de lesbiennes, en n'ayant pas peur des hommes. Je pense que c'est vraiment la principale chose, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, quoi, de pas avoir... Et quand je dis pas avoir peur, ça ne veut pas dire que moi j'ai rien de spécialement courageux ou quoi, hein, ça ne veut pas dire que c'est pas dur de les affronter et tout. Mais, encore une fois, je pense que ça aide à ne pas avoir peur, de ne pas être soumise au regard des hommes. Et que ça, c'est très important, et c'est un vécu qu'ont les lesbiennes, de ne pas, y compris dans
la valeur qu'on s'accorde, etc., son quotidien. De ne pas être soumis à ce regard-là, ça donne vraiment des ailes et c'est extrêmement important et que ça joue également dans la redéfinition des espaces politiques. Donc moi, je suis élue au Conseil de Paris et c'est vrai que mon activité préférée est quand même de répéter le mot lesbienne aussi souvent que possible. Donc ils m'ont dit, j'étais surprise, ils m'ont dit avant toi, et je crois que ça n'avait jamais résonné. Je fais non mais ça bon. Et bon par exemple, lors de, moi je suis à la commission culture au Conseil de Paris, donc on doit s'occuper d'attribuer les noms des rues, tout ça, ou de rendre des hommages. Et avant, dès que moi je m'occupe d'une femme qui est lesbienne et que je le sais, je le dis. Et avant, il ne disait pas. D'ailleurs, je fais une petite aparté, il y avait un très bon panel avant sur l'humour lesbo-queer. Et justement, il y a une chercheuse française qui s'appelle Nelly Kemner qui a étudié ça sur l'humour et qui a elle-même eu, je trouve, quelque chose de très drôle où elle disait non, mais parce que normalement, on ne dit jamais quand une femme est lesbienne, on ne le dit pas. Et d'ailleurs, si on regarde les nécrologies des journaux, il n'y a jamais de lesbiennes qui apparaissent, le mot n'est pas là, à croire que les lesbiennes sont immortelles, puisqu'elles ne sont jamais dans les pages de nécrologie des journaux. Et donc là, un peu, au Conseil de Paris, c'était un peu ça. Et moi, je l'ai fait au début. Mais je disais, je voyais qu'ils étaient un peu... Et maintenant, ce qui est extrêmement agréable, c'est que je vois des collègues, femmes beaucoup, qui sont, hétéros et tout, mais... Et elles se sont mises à le dire, et je vois un peu leur petit frétillement, et à la fois un peu enthousiasmant, le frisson de la peur, quand elles disent lesbienne. Et en même temps, je sens qu'elles aiment bien. Et nous gagnons du terrain dans l'espace, justement. Donc c'est assez intéressant à percevoir. Et aussi, je pense... Et je ne sais plus, tu m'avais dit comme... Oh là, j'ai dépassé un peu, je termine. Je terminais par ça. Quand, et ça fait une bonne boucle, moi, quand je me suis présentée, sur la liste, j'avais dit... il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux mettre? Et puis je leur ai dit, il y avait tous les candidats. Je fais, mais Alice Coffin, virgule, lesbienne. Alors, elle me dit, sur les marchés, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand c'est une identité? Elle n'a pas de métier, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait et tout ça? Et c'était pas pour rien, et je vais conclure là-dessus, c'est parce que c'est intéressant de voir sur les espaces, d'être élu en politique et qu'on dise que c'est pas une place. C'est-à-dire que pour moi, se dire lesbienne est évidemment quelque chose de déjà politique. On est déjà dans un corps, dans une mouvance politique, et j'ai envie de dire qu'on le veuille ou non, donc autant l'embrasser et autant l'endosser, mais qu'on le veuille ou non, dans cette société donnée, être lesbienne est un geste éminemment politique et qui perturbe et fait exploser l'espace, et tant mieux, et bravo à vous toutes. Voilà. Le timing dans 5 minutes. Merci beaucoup, Alice, pour tous ces éléments de réflexion extrêmement à la fois inspirants, pertinents et qui amènent beaucoup de réflexion. C'est intéressant que tu articules l'identité lesbienne comme éminemment politique, comme intrinsèquement politique. Donc, tu sais, comme à la fois comme un système d'alarme, une position qui va ouvrir le spectre de réflexion. Donc, moi, je serais curieuse de t'entendre davantage là-dessus parce que ça articule à la fois des défis, parce que c'est pas associé à la neutralité, donc, mais en même temps, c'est un outil qui permet de pousser, comme tu as dit, ça donne des ailes. Donc, j'aimerais t'entendre un peu sur ce double paradoxe de l'identité nécessairement politique du terme lesbienne pour toi. Oui, alors, c'est-à-dire que la façon dont moi je m'en suis rendu compte, était tardive, c'est-à-dire était même plus tardif que le fait de faire un coming out ou quoi que ce soit, de vraiment le caractère extrêmement politique et qui n'a pour moi vraiment pas grand-chose à voir du tout avec ce qu'on appelle une orientation sexuelle ou un truc comme ça. J'avoue que je ne lis pas ça spécialement là-dessus, c'est vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça forge politiquement. Donc évidemment, on peut dire que ça part d'une orientation sexuelle dans le sens où il y a un interdit, il y a même un danger dans le désir, dans les choix et les aspirations de vie et d'amour. Donc bien sûr, ça part aussi de là. Mais en quoi c'est politique et en quoi... Je me suis dit, ça donne une force gigantesque, et c'est ce qui a donné vraiment lieu au Génie lesbien, c'est que moi je connaissais un peu mes classiques féministes, pas trop mal, je connaissais très bien l'histoire du féministe français, celle d'autres mouvements, des suffragettes, tout ça, mais en revanche, personne ne m'avait jamais dit que dans toutes les idoles que j'avais, mais en fait 95% étaient lesbiennes, de ces militantes féministes dont je connaissais par cœur les faits et gestes, etc.
Et quand, en fait, vraiment, j'ai commencé à comprendre ça et à revisiter, mais pas seulement les mouvements féministes, c'est-à-dire l'ensemble, en fait, de combats qui ont lieu, que ce soit la lutte contre le sida, que ce soit des luttes contre le nucléaire, que ce soit des révolutions sociales, et de voir le nombre de lesbiennes qui avaient, en fait, porté ces révolutions, porté ces combats-là avec une générosité sociale, puisque pour un ensemble d'autres peuples, d'autres nations, ça m'a vraiment sauté aux yeux le caractère justement politique et de génie lesbien, mais aussi parce que je pense que c'est de le vivre, c'est-à-dire que concrètement dans une actualité, quand le mouvement MeToo s'est lancé, en tout cas en France, c'est pas du tout anodin, il a vraiment explosé au moment où l'actrice Adèle Haenel a explosé pendant la cérémonie des Césars, donc il remet les prix, on revient au milieu du cinéma, aux réalisateurs, et réalisatrices parfois, mais bon. Où cette année-là, en 2020, le réalisateur pédocriminel Roman Polanski avait été nommé 12 fois, et en plus reçu un César. Alors même qu'Adèle Haenel venait d'expliquer quelques semaines auparavant qu'elle avait été la cible d'un réalisateur pédocriminel. Elle s'est levée, elle a crié la honte, elle est partie, et c'est dans la force qui lui a permis de faire ça, et qui a permis à d'autres femmes, qui étaient aussi lesbiennes dans d'autres milieux de le faire, je pense qu'évidemment ça a tout à voir avec le fait qu'elle soit lesbienne. Alors moi quand j'ai expliqué ça, on m'a dit oh, ben, c'est parce que ça y est, t'es lesbienne, t'es géniale. Oui d'abord, mais en plus de ça, il y a un parcours en fait. C'est-à-dire que pour en arriver au point, encore une fois dans cette société donnée, d'être capable de dire au monde que vous êtes lesbienne, ça veut dire être passé par de nombreux combats intérieurs avec l'extérieur qui vous forgent en fait certaines facultés, certaines compétences et certaines prédispositions à mener d'autres combats avec l'extériorité. Donc ça n'a absolument rien d'anodin, évidemment qu'on retrouve les lesbiennes au centre de combats vraiment décisifs. Et c'est juste même dans les espaces très contemporain, si vous regardez, mais pareil, c'est très rarement dit. Et, je sais pas, dans des trucs récents, j'avais beaucoup suivi et admiré toutes les révoltes qui avaient lieu à Hong Kong, et une des figures de proue du mouvement, c'était Denise Ho, qui était une chanteuse, justement, qui était aussi lesbo-queer, et qui, encore une fois, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est parce que ce parcours-là, pour arriver à cette position-là, de pouvoir le dire, de pouvoir endosser les attaques et tout ça, ça fait de vous une très bonne combattante, je pense. Ah, c'est super intéressant, le fait que ce ne soit pas anodin que aussi autant de lesbiennes se retrouvent à militer dans des mouvements féministes. Justement, dans toute tu étais en train de coordonner une campagne pro-choix à travers l'Europe pour collecter 1 million de signatures. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur justement l'intersection entre les luttes féministes et lesbiennes? C'est intéressant comment tu mentionnes cette idée de courage lesbien. Oui, et alors c'est vrai qu'une des premières, dans les combats très très symboliques qu'il y a eu, il y a évidemment les combats féministes pour l'avortement, où les lesbiennes ont été extrêmement actives. Et c'est intéressant là-dessus parce qu'on pourrait se dire, en plus elles n'étaient pas les premières concernées, qu'est-ce que c'est bon, alors d'abord quelle générosité comme d'hab, mais en plus de ça, si bien sûr, parce que je pense que ça renvoie à en fait là encore une capacité à comprendre la façon dont sont ficelés, dont sont formatés les corps. Et je pense que les lesbiennes le savent pertinemment. Et donc vraiment une habitude aussi de lecture, de grille de lecture sur la société, où elle voit très bien ce qui peut se jouer dans l'emprise du pouvoir masculin sur les corps, ce qui est éminemment à l'œuvre pour la question de l'avortement. Et c'est vrai que ça me fait très plaisir de retrouver... en tout cas pour la France, 50 ans après ces combats-là. Là, on mène une très vaste campagne qui s'appelle « Ma voix, mon choix », et c'est réservé aux habitantes de l'Union européenne, mais s'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à aller signer, mavoixmonchoix.org, où c'est toutes les plus grandes organisations féministes européennes, et comme par hasard, c'est beaucoup mené par des lesbiennes, donc pas du tout un hasard, qui vise à ce que l'Union européenne adopte un nouveau mécanisme législatif qui permette de rembourser vraiment toutes les personnes qui veulent avoir accès à l'avortement en Europe, puisqu'actuellement, on compte des mortes
parmi les Polonaises notamment, et dans de nombreux autres pays. Il y avait une action justement en Italie aujourd'hui contre Giorgia Meloni, et face à vraiment la montée de l'extrême droite, encore une fois, en Europe. Je pense que les lesbiennes vont être des combattantes de choix, en fait, et qu'on va vraiment... je vous dis, il y avait une action ce matin à Rome sur ce qui était... Elle chantait lesbienne contre, justement, Resisti Lesbica. Et c'est bien, en même temps, que ça soit assumé tel quel. C'est-à-dire que je pense que ça l'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance aussi de ces capacités-là. Tu parlais de la création de la communauté... lesbienne européenne, bon bah c'est vrai, on avait eu la joie de t'accueillir d'ailleurs à Vienne, dès la première conférence européenne lesbienne en 2017, et c'est vrai que le fait que ça a été reconnu maintenant par la Commission européenne, par les autorités, qu'il y ait du budget, qu'il y ait des choses, et que je le vois, l'attitude, il faut toujours follow the money, il faut regarder où va l'argent, et quand je vois beaucoup de fondations, en fait, justement, commencent à donner, ce qui était impensable il y a encore quelques années, enfin, moi j'ai toujours fonctionné avec des bouts de ficelle, des trucs comme ça, et c'est cool aussi, mais je veux dire, c'est bien, là, vu qui on doit affronter, en ce moment, on va avoir besoin d'argent, en fait. Et c'est intéressant de voir que certaines fondations qui donnaient à des causes plus généralistes et tout ça commencent à comprendre que peut-être, en fait, parmi celles qui seraient intéressantes de soutenir, parce que historiquement, elles ont démontré leur courage et leur capacité de combat, c'était les lesbiennes, plus que des partis politiques traditionnels, plus que des organisations traditionnelles. Et c'est en train d'arriver, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mm-hmm. Puis avant de prendre les questions du public, j'aimerais demander une question qui fascine particulièrement. C'est intéressant parce que tu ne parles pas seulement de prendre la place comme lesbienne de façon symbolique, de façon représentationnelle, mais vraiment de façon physique, corporelle. Donc, il y a vraiment quelque chose de phénoménologique dans ta façon d'articuler la place du corps lesbien dans l'espace. Donc, je serais curieuse de t'entendre davantage là-dessus, sur habiter le corps lesbien vraiment au sens physique. Bah, déjà parce que je pense que c'est quelque chose de très... perso, mais pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que ma démarche ou mes gestes et tout, ils étaient pas, je voyais pas trop d'autres gens les avoir, surtout dans les films. Alors c'est normal parce qu'en plus les actrices, elles sont encore plus formatées dans une performance du féminin, personnellement, mais complètement inaccessible. Je sais pas comment elles font dans ces mouvements-là et tout. Mais et c'est marrant parce que je parlais d'Adèle Haenel tout à l'heure. Ça a été quand j'ai vu commencer à avoir des actrices en fait comme elles. Se mouvoir différemment, avoir des gestes différents, ça a été vraiment une grosse libération. Et je pense que c'est très important. C'est-à-dire que moi, je le vois dans le discours politique, dans les locutions politiques, dans la façon de parler. Mais c'est même dans le ton de voix, etc. Avoir peur ça change vraiment leur regard, ça change vraiment la donne dans la façon dont ils appréhendent les choses. Alors, souvent, il faut dire que quand même, évidemment, comme il y a énormément de lesbophobie, ils ont des réactions un peu... Moi, je me rappelle, au début, pour les interviews des livres, à chaque fois que je voyais un journaliste, ils font une interview et tout, puis à la fin, il me disait « Ah, mais en fait... j'avais super peur de vous. Mais vous êtes vachement sympa et tout. Et comme si c'était terrorisé. Et je dis, mais vous croyez quoi, j'allais vous taper? Et vraiment, à chaque fois, il dit, ah, mais en fait, vous êtes trop sympa et tout. Et vous êtes gentil et tout. Et donc ça, il y a ces clichés-là, hein, sur évidemment, de la lesbienne mangeuse d'hommes, tout ça. Et après, finalement, je pense que c'est toujours un truc d'assumer, justement, de ne pas rentrer dans des formatages, etc., qui, encore une fois, en plus, sont des formatages patriarcaux qui nuisent à tout le monde. C'est pas juste lesbienne. C'est-à-dire que si je reprends, qu'est-ce que c'est qu'un corps politique, un corps d'élus, un corps de députés, un corps de comment ça doit se faire. Il y a un tel formatage, mais y compris qui atteint tout le monde, en fait, hein, pas seulement qui est fondé sur le modèle masculin, mais parce que la politique est un espace qui a été vraiment créé par les hommes, pour les hommes, donc on est au paroxysme de ça. Mais ça nuit aussi à l'authenticité et la capacité, je pense, des politiques d'avoir un impact et d'avoir l'impression d'être des gens, je ne sais pas, ouais, qui se tiennent, qui parlent de manière pas soporifique, parce que qui dit formatage dit justement des discours qui finalement n'ont même plus de portée, tellement ils se ressemblent et tellement ils sont formatés. Donc là encore, c'est très important de tenir là-dessus et de tenir justement cette absence de normes-là et de l'assumer. Même si moi, ça me vaut tous les jours, je ne vais pas te parler de ça, mais ça me vaut tous les jours, dans toutes les heures, des attaques immenses. C'est-à-dire, mais vraiment sur... Moi, les plus grosses attaques que j'ai, notamment sur les réseaux sociaux,
et ça a été, en politique, ça a été terrible, hein, parce que ça a été très vite. J'ai toujours été attaquée, mais en politique, je sais pas, depuis 2 semaines là où j'étais, c'était sous protection policière et tout ça. Et en fait, les attaques, c'est tout le temps là-dessus. C'est vraiment, je vous jure, c'est sur mes expressions, mes gestes, toujours les mêmes trucs, mais qui sont de la lesbophobie tellement historique, des trucs de « ah, c'est un mec », et c'est vraiment là-dessus. C'est sur le corps en mouvement, comment elle parle, comment nanana. Et c'est très intéressant de voir la persistance justement des ressorts lesbophobes les plus profonds. Et ce qui, encore une fois, comme d'hab, quand quelque chose provoque autant de résistance et de hargne, c'est qu'on est sur le bon chemin en général. Est-ce qu'il y aurait une question du public, chanceux, chanceuse élue, qui voudrait venir poser une question? Soyez pas timide. C'est comme dans une salle de classe, on attend la personne qui... Ah, Martine! Une question. Il y a un ambassadeur pour la communauté LGBT maintenant en France. C'est pour quand la femme ambassadrice? C'est toi, ça! Ouais, alors, il n'y a pas de risque vu mes rapports avec notre président. Ça ne s'est pas très bien passé la dernière fois. Et non, bah oui, parce qu'on serait sans doute trop efficace, c'est pour ça. Pardon, je ne devrais pas dire du mal mais bon, je ne suis pas hyper convaincue de ces travaux. C'est un peu gratuit, parce que voilà, mais c'était même pas envisageable. Je veux dire, c'était même pas... Et ça, c'est pas seulement le fait que ça soit qu'ils aient choisi un homme, c'est aussi le fait qu'ils n'aient pas été piochés. Donc c'est un rôle, tu fais allusion, il y a eu une création d'un rôle d'ambassadeur aux questions LGBT en France, mais c'est surtout qu'ils ne sont même pas allés chercher quelqu'un dans le milieu militant, quoi. Un homme, pas encore, mais au moins, au moins. Et non, ils ne sont pas allés chercher ça, quoi. Et donc c'est très très symbolique, évidemment, sur encore une fois les frontières et encore une fois à qui appartiennent des postes de pouvoir, alors qu'on ne manque pas justement de militantes qui auraient pu très bien faire le job. Non, de manière générale, de toute façon, pour aller prendre les places et tout ça, moi je sais que ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, par exemple, je parlais de la politique, moi c'est condamné pour les trucs de carrière ou quoi, c'est pas, mais c'est justement sans doute ce qui rend la possibilité d'être très libre de parole et de mouvement, mais bien sûr qu'il y a une résistance terrible en fait et une organisation très forte pour vous mettre des murs en face. Donc, Pour un mot de clôture, s'il n'y a pas de questions supplémentaires dans la salle, que souhaiterais-tu pour les communautés lesbiennes, autant en France qu'au Québec? Ce serait quoi ton... Déjà qu'on travaille beaucoup plus souvent ensemble, comme on fait là. Je pense que c'est très important. Il y a pas mal de réseaux qui sont en train de se créer, qui sont des réseaux, donc je parlais d'Europe, où vraiment ça s'active beaucoup et avec pas mal de résultats. Et donc je pense que c'est vraiment majeur aussi qu'on met des liens qui existent quand même historiquement et depuis des décennies, on ne va pas réinventer, mais que de continuer ça. Et puis, alors vraiment, je pense qu'il y a une puissance extraordinaire des communautés lesbiennes, mais extraordinaire. Et que pour moi, enfin, c'est pas la fête, les actualités mondiales. Et moi, je mets vraiment mon espoir dans les lesbiennes. C'est pas une blague. C'est-à-dire que je pense que vraiment, le fait qu'il y ait plein et que ça a une force d'entraînement, et je l'ai vu avec le livre, parce qu'au début, avant le livre, c'était compliqué. Je veux dire, le mot, pour le prononcer et tout, c'était vraiment perçu comme un gros mot, comme un truc nanana. Limite, même les journalistes, au début, ils n'osaient pas me dire... Ils pensaient que j'allais mal le prendre s'ils disaient de moi que j'étais lesbienne. Je dis, comme si c'était une insulte ou un truc. Non, mais vraiment, ils percevaient ça comme ça. Et je pense que le fait que ça ait changé, que maintenant, en tout cas sur les murs de Paris et d'autres villes, il y a des phrases comme ça qui célèbrent toute la joie lesbienne, tous les combats lesbiens, etc., ça a une force d'entraînement très forte. Et moi, je le vois beaucoup aux réactions aux livres qui viennent de gens souvent très jeunes, en fait, quoi, vraiment très jeunes, ou, ça me fait beaucoup rire aussi, de mères de ces gens plus jeunes qui me disent « Ah, c'est ma fille qui m'a dit de lire votre livre, etc. » Mais quand je parle de mon livre, c'est un ensemble de productions, c'est pas du tout juste mon livre, c'est-à-dire qu'on voit les rayons des librairies, en tout cas pareil à Paris, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ans. C'est-à-dire que là, vraiment, on n'avait pas de rayon féministe, on n'avait pas de... Et ça a vraiment beaucoup bougé. Et je pense que c'est une libération aussi, vraiment d'offrir
et je pense comme un cadeau à vraiment tant de femmes, la possibilité de se dire lesbienne, ou que ça existe. C'est-à-dire, même si, encore une fois, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas une question d'orientation sexuelle, si elles continuent, bon, elles font bien ce qu'elles veulent, c'est que ça existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation à être uniquement dans un rapport d'hétérosexualité. Et il y a ce possible-là, que ce soit un possible aussi fort et justement qui donne envie, et c'est très important. Et je pense que ça, c'est toujours un renversement aussi à penser en termes de militantisme. Quand on était avec l'association des journalistes LGBT, on a organisé une cérémonie qui s'appelait les Outdoors pour célébrer la visibilité des communautés LGBT en France. Et en fait, le but, c'était vraiment que les gens qui viennent assister ressortent de là en se disant oh, c'est génial d'être lesbienne. Et en fait, pour moi, c'est très important, et c'est des discussions que j'ai souvent avec les assos un peu plus traditionnelles, qui, quand elles font des clips et tout ça, d'alerte, quand elles reçoivent de l'argent pour faire des promotions sur les questions LGBT, souvent c'est très dramatique, c'est très, mon Dieu, les suicides, mon Dieu, et qui est très important, évidemment, de montrer l'homophobie, la transphobie. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est majeur. Mais je trouve qu'il y a un autre moyen de le faire, c'est-à-dire que, parce que ça renvoie à un truc de... Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, les parents ou quoi, quand ils voient ça, ils se disent oh, mon Dieu, pourvu que je sais pas, que mon fils ne soit pas gay. Et alors que je pense qu'il y a, c'est tout aussi efficace aussi de dire mais tant mieux, mais quelle chance, et quelle chance elle va avoir dans ce monde-là d'être. Et ça, c'est très, très, très important aussi de donner à voir, et c'est vraiment le combat par la joie, je pense, est efficace. Ben, merci pour de terminer aussi avec de voir lesbienne comme un monde de possibles. Il y a une citation qui circule, qui a été affichée dans la ville aussi, lesbienne est une fête ou être Gwyn est un party. Donc, je pense que ça évoque très bien. Donc, un énorme merci Alice d'avoir été là avec nous.